Je vais vous résumer ce livre, L'hygiène vitale pour notre santé de Désiré Mérien, ou comment comprendre et améliorer sa santé par l'hygiénisme. Un livre d'un petit format, avec un toucher doux au niveau de la couverture, ce qui est assez agréable. C'est une édition de 2020, octobre, qui fait 156 pages, dont la table des matières est la suivante. Je vais juste vous parler en gros de la structuration de ce livre, sans rentrer trop dans les détails, et vous donner les éléments clés, et puis je vous donnerai mes conclusions personnelles en fin de vidéo. Ce livre a été écrit par Désiré Mérien, qui est né en Bretagne en 1935, et qui a fait ses études secondaires à l'école normale de Vannes, puis des enseignements scientifiques à la faculté des sciences de Rennes. Il devient enseignant en biologie dans l'éducation nationale française par la suite. On va parler d'hygiène vitale, ou encore d'hygiénisme, qui est le père de la naturopathie. Et cela va nous permettre de comprendre les bases du fonctionnement de nos organismes pour mieux décider quoi faire. L'hygiénisme est né aux États-Unis et Albert Mosseri en France a traduit de nombreux textes et a fait un certain tri. Puis Nature et Vie, côté Désiré Mérien, à partir de 1970, a repris pas mal de choses sur les textes hygiénistes et a aussi accompagné beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, et en a tiré beaucoup d'enseignements qu'on retrouve dans ce livre. Notre vie est trop souvent sous dépendance de notre volonté consciente, qui fait exacerber la fonction de relation. Et notre volonté subconsciente, du coup, trouve difficilement les possibilités d'accomplissement de sa tâche. La fonction de nutrition, dont celle d'élimination, est ainsi trop réduite et ça crée nos états maladifs. Tout le système de l'hygiène vitale est fondé sur la création et l'utilisation de l'énergie vitale. Chaque individu en dispose et ce livre nous apporte des clés de compréhension pour appréhender cette histoire d'énergie vitale. En finale, l'énergie vitale c'est quoi? Et ça va se traduire par ce qu'on appelle l'hygiène vitale. Alors l'hygiène vitale, à ne pas confondre, l'hygiène vitale c'est mettre en action un ensemble de techniques qui vont agir en symbiose avec les forces de vie et ça va tendre à conserver ou à rétablir la santé. À ne pas confondre avec la fausse hygiène ou encore appelée hygiène artificielle, que l'on pourrait dire officielle, qui, elle, utilise des pratiques artificielles dans le but d'étouffer les symptômes de la maladie. La santé est l'état normal des êtres vivants. Il y a un chapitre dédié à ça. Un état de santé, c'est un ensemble d'activités harmonieuses des organes et des fonctions du corps, et le plein équilibre est rarement perçu par les bien portants. Ça, c'est un point vraiment à souligner. Quand on va bien, on ne s'en rend pas compte. Vous le savez tous, on le sait tous, et c'est quand on commence à avoir des petits soucis que l'on se dit « mince, en final, c'était mieux avant ». Donc la santé, c'est l'état normal, mais c'est instable, il faut toujours assurer au mieux de ses propres possibilités. Il y aura un chapitre sur le véritable sens de la maladie. Là, c'est essentiel, parce qu'effectivement, on a besoin de désapprendre un certain nombre de choses. La maladie est considérée comme une fatalité, comme un ensemble de symptômes souvent douloureux qu'il faut à tout prix masquer et faire disparaître. C'est sûr que les microbes ont pris une part prépondérante comme responsables de nos maladies. Quand on dit microbes, on parle de bactéries, on parle de virus. Durant la maladie, de nombreuses excrétions sont amplifiées au niveau cellulaire. Et c'est normal que des microbes s'y multiplient pour accomplir la tâche qui est la leur. C'est-à-dire, en tant que nécrophages, elles vont se nourrir de ces excrétions et c'est un ménage bien nécessaire, il faut bien sortir les poubelles de temps en temps. Surtout quand on en a besoin à cause d'une toxémie particulièrement importante. Donc les nécrophages vont transformer ces excrétions et les faire disparaître tout simplement. Les microbes accompagnent ou suivent les états maladifs plus qu'ils ne les précèdent. Il est donc absurde de vouloir les détruire. Et les médicaments vont s'opposer au développement de la maladie. Et bien du coup on peut dire que la maladie libère l'organisme d'une situation anormale. On va parler après de tout ce qui est pouvoir de guérison en commençant par la force vitale. C'est la caractéristique d'un corps vivant. Le corps décide, jusqu'à une certaine mesure, d'expulser tout corps étranger. À travers du pus, des sorties par la peau, des vomissements, on se rend bien compte que ce sont des choses normales en finale. Les symptômes de maladie, ce sont en fait des tentatives de retour à l'état de santé. Les phénomènes vitaux ordinaires qui accompagnent l'état de santé sont parfois amplifiés et deviennent alors des symptômes de la maladie, que ce soit des fièvres, des sécrétions de mucus. Et si la force vitale ne cesse de décroître, l'organisme accepte peu à peu un état de santé médiocre. Force vitale plus basse égale
A priori, eh bien, je pense que ça va bien, mais c'est surtout parce qu'on n'a plus la force d'évacuer certaines choses. Avec beaucoup de patience, il est possible de renverser les mauvaises habitudes pour tenter de recouvrer un état de bonne santé. L'état de santé et de la maladie ne sont pas l'effet du hasard, ce sont deux phases différentes mais non contradictoires d'une même entité, la prolongation de la vie. Élément essentiel à comprendre. Il y aura un chapitre sur la vie cellulaire de l'organisme humain. Je ferai court ici, ce qui m'a plu c'est la citation qui dit que l'homme est un métazoaire, un être pluricellulaire avec 100 milliards de cellules classées en espèces. Et comme on sait maintenant, on a 10 fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines. Ce chapitre va détailler le fonctionnement cellulaire pour un peu mieux comprendre, entre autres, la toxémie endogène due à la production de l'activité cellulaire. Nous allons maintenant parler de toxémie, avec par exemple les expériences du docteur Alexis Carrel qui a reproduit des cellules dans un milieu nutritif. Pendant quelques semaines, ces cellules arrivent à vivre en dehors de leur milieu naturel. Et par contre, si on change le milieu nutritif de manière à éliminer les déchets, eh bien on rajoute plusieurs semaines de vie à ces cellules. L'intoxication du milieu de vie des cellules, au final, a constitué de la toxémie qui, à partir d'un certain limite, entraîne la mort cellulaire, tout simplement. Et c'est à partir de là qu'on va expliquer la toxémie exogène surtout, parce qu'en final, on peut à peu près maîtriser notre toxémie endogène par notre activité de tous les jours. Mais maintenant, avec les diverses pollutions, les produits non spécifiques aux besoins humains, comme l'alcool, le tabac, les aliments qui ne sont que tolérés, comme les viandes, les poissons, mais qui en final possèdent pas mal de poison, les aliments adaptés, mais pris en mauvaise association alimentaire. En final, pour faire baisser le niveau de toxémie externe, eh ben, on n'a pas d'autre solution que de faire baisser, voire de supprimer certaines sources extérieures d'intoxication. Vivre dans des conditions d'hygiène favorables à l'épanouissement de la vie, en conditions d'oxygène, de température, d'humidité, etc. La toxémie devient insupportable à l'organisme quand son accumulation dépasse le niveau de tolérance. Et l'autre facteur, c'est quelle force vitale dispose-t-on pour pouvoir mener à bien ces opérations de détoxination. Le drainage des toxines est une activité indispensable pour le maintien à un seuil acceptable du niveau de toxémie. C'est un instinct de conservation, un instinct somatique, c'est le corps qui fait ce travail de manière inconsciente. Et très souvent, l'élimination toxinique est prise par des relais comme la peau, les muqueuses intestinales ou les voies respiratoires. Des phénomènes qui sont importants à comprendre et que ce livre va nous aider à mieux appréhender. Maintenant, on va parler de l'énergie vitale. Cette impression de force ou de faiblesse, cette perception d'une dépense d'énergie, eh bien, elle est difficile à aborder. La plupart d'entre nous ne sait pas limiter ces dépenses d'énergie vitale, et ça, c'est un vrai sujet, et il vaut mieux ne pas s'opposer aux ralentissements qui apparaissent. Et le repos reste le meilleur moyen pour reconstituer l'énergie vitale. Nous allons parler aussi d'énervation, à ne pas confondre avec le fait d'être énervé. La définition est assez simple, si l'énergie vitale devient insuffisante pour assurer les diverses fonctions du corps, et notamment la fonction d'élimination, le corps se trouve être dans un état d'énervation. Quelles sont les causes de l'énervation? On va en avoir plusieurs, ce sont des causes de mode de vie antiphysiologiques, qui sont en contradiction avec les lois naturelles qui régissent la vie. On va retrouver les conditions extérieures de vie, comme l'environnement, les activités professionnelles, le mode de vie en général, à travers des cuissons excessives, à travers un équilibre de travail-repos non respecté, voire même aussi de l'oisiveté. En final, il faudra apprendre à rythmer harmonieusement nos activités, et ça, c'est pas le plus facile. Il y aura aussi le comportement personnel, c'est un facteur très important d'énervation, et notamment au niveau mental. Il y aura bien sûr aussi les traitements médicaux qui absorbent une quantité extraordinaire d'énergie vitale, et qu'ils soient allopathiques, mais aussi naturels, comme des massages, de l'hydrothérapie ou des choses comme ça. Quelles sont les conséquences de l'énervation? Eh bien, nous aurons un ralentissement des fonctions vitales. Les toxines non éliminées peuvent croître en quantité jusqu'à un certain seuil de tolérance. Et au-delà, on commencera à être sur des niveaux d'empoisonnement. Et pour éviter un trop grand ralentissement des fonctions sécrétrices et éliminatrices, l'instinct somatique déclenche des économies d'énergie au niveau d'autres fonctions, que ce soit musculaire ou évacuation du gros intestin par exemple. Nous aurons dans ce livre pas mal d'explications autour de ces sujets avec par exemple des phénomènes de constipation. Et à ce moment, la toxémie endogène peut s'installer et c'est elle qui va précéder les crises rénovatrices qu'on va appeler maladies. Et en final, les stimulants risquent de remettre en marche les fonctions qui devaient rester au repos
pour des économies d'énergie. Et ça, du coup, ça sera contre-productif. Le chapitre suivant sera sur les symptômes aigus de la maladie. Au niveau des crises aiguës, les crises aiguës d'élimination seront des volontés internes ou subconscientes qui seront donc imprévisibles. Ça sera l'instinct somatique qui va déclencher des crises en vue de nettoyer. Les crises aiguës sont toujours prises par les organes les plus forts. C'est à bien comprendre aussi, parce qu'on est tous différents. Certains auront certaines fonctions organiques fortes qui vont du coup être les premières à évacuer. Donc pas facile de se comparer, voire même éviter de se comparer les uns les autres. Si on parle du niveau de toxémie, avoir un mode de vie défectueux va entraîner une hygiène de vie défaillante et une énergie vitale insuffisante. On va avoir une toxémie primaire au niveau des cellules. Et dans le chapitre, il va nous expliquer ces différents niveaux jusqu'à la toxémie secondaire et puis la toxémie tertiaire. En termes de réactivité somatique, une personne qui ne fait pas de maladie n'est pas assurément en bon état de santé. Cela peut traduire un manque de réaction aux agressions primaires. Encore un aspect difficile à appréhender. Au final, avoir des réactions vives, des réactions aiguës, c'est plutôt signe de bonne santé puisqu'on a une énergie vitale suffisante pour pouvoir retrouver un niveau de toxémie acceptable. Et quand on parle de douleur, son seul rôle est de faire comprendre au cerveau et au système limbique globalement que l'équilibre de l'organisme est rompu. On va aussi parler de la fièvre, avec l'augmentation de la température, qui sera d'autant plus accentuée que la toxémie est importante et que la force vitale sera grande. On va aussi parler de la redistribution des forces pendant la crise aiguë. C'est la fonction de relation qui sera souvent la plus impactée, avec par exemple la vue qui peut se troubler, l'ouïe perturbée, le goût et l'odorat qui peut être amoindri, et même un toucher aussi qui va devenir perturbé. Mais alors, quel comportement peut-on faire par rapport aux symptômes de la maladie aiguë? Bien, au final, la première chose, c'est de restaurer l'énergie vitale. Les fonctions éliminatrices seront amplifiées et nous pourrons avoir un retour vers la santé. Et là, on va s'adresser du coup à des repos physiques, sensoriels, émotionnels, mentaux et physiologiques qui seront détaillés dans ce livre. Et c'est pareil, quelle attitude pourrons-nous avoir au cours de l'évolution de la crise aiguë par rapport aux douleurs, la fièvre, les selles, les interventions extérieures et les complications qu'on pourra constater. Nous allons maintenant parler niveau de toxémie et seuil de tolérance toxinique. Il y a des schémas dans ce livre qui vont nous permettre d'expliquer un peu mieux ça. En fait, on voit sur ce petit schéma le niveau de toxémie qui est ici à gauche, donc toxémie endogène, toxémie exogène. Et ce niveau de toxémie, il va pouvoir varier suivant une certaine limite, et on trouve ici à droite le seuil de tolérance toxinique. Dit autrement, pour un individu donné, à partir du moment où le niveau de toxémie va dépasser ce seuil, nous allons déclencher des réactions aiguës. Et si la réactivité somatique est forte, eh bien c'est un processus qui va durer de manière courte et brève. Sinon, on risque d'avoir des rechutes à force de dépasser ce seuil. Donc descendre le niveau toxinique bien en dessous du niveau de seuil de tolérance pour avoir une marge de sécurité, c'est bien la solution la meilleure. Après, les compréhensions de tout ça, justement, nous feront mieux accepter les choses pour éviter de dire c'est pas tout ou rien, c'est pas je fais tout comme on m'y invite à l'extérieur ou je fais tout pour faire bien au niveau hygiène vitale. Bien sûr, cette compréhension nous permettra justement de faire des choix et de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Parce qu'au final, l'organisme réagit à la moindre gêne ou intoxication et nous considérerons cet état d'alerte maximum comme étant le degré le plus élevé de la vraie santé. Quel sera le vrai rétablissement? Au final, on a deux manières de faire cesser les symptômes de la crise aiguë de la maladie. Le premier moyen, c'est l'hygiène vitale, donc rabaisser le niveau toxémique jusqu'au seuil de tolérance toxinique et aller un peu plus bas. Ça sera la première méthode, celle qui est bien sûr encouragée par ce livre. Et après, nous aurons les techniques d'hygiène thérapeutique qui, elles, vont relever le seuil de tolérance toxinique. Et là, on comprend bien que ce n'est pas la meilleure solution, puisqu'en final, ça permettra d'accepter un plus gros degré de toxémie, qui va du coup à l'encontre de notre vie cellulaire. Donc dans ce chapitre, on abordera les phases de convalescence, la récupération énergétique, l'alimentation, les activités physiques et intellectuelles, les facteurs vitaux de santé et le comportement mental. Et en final, pour le maintien de la santé, eh bien, il sera inutile de se stimuler par des fortifiants durant la convalescence. Toujours pareil, les fortifiants peuvent être surtout une cause de consommation d'énergie vitale. Ça ne veut pas dire que sur des moments ponctuels, pour des besoins urgents de la vie de tous les jours, les choses ne sont pas possibles non plus. Mais nous en aurons la compréhension.
En conclusion, la maladie aiguë indique une forte vitalité. Voilà qui pourra en rassurer certains dans les futures observations. Toujours intéressant à comprendre. Donc se féliciter des troubles qui apparaissent dans le corps, et la maladie est une situation bénéfique pour l'organisme. Il suffit juste de savoir en tirer le meilleur parti. Le chapitre suivant est sur les états chroniques de la maladie. Les caractéristiques des états chroniques vont être abordées. On va partir de l'issue de la crise aiguë de la maladie, parce qu'effectivement le corps n'aura pas toujours la possibilité de se désintoxiquer suffisamment lors des crises aiguës de la maladie. À ce moment-là, les symptômes et les troubles vont persister, le plus souvent à un niveau atténué, et c'est comme ça qu'on va définir un état chronique. Quelles sont les évolutions des états chroniques de la maladie? Eh bien, au final, ça va dépendre de la durabilité des symptômes de la maladie. Le malade devient de plus en plus persuadé qu'il devra vivre avec un nouvel handicap. Son organisme vivote avec un petit niveau d'énergie vitale, et la durée, du coup, dépendra de nous. La distribution d'énergie vitale dans les états chroniques va dépendre, du coup, des fonctions de relation et des fonctions de nutrition. Et on constate chez beaucoup de personnes une défectuosité de la distribution de cette énergie vitale. Ça aura des impacts sur l'évolution des troubles chroniques, avec une évolution classique qui va aller de pire en pire. Donc, on peut démarrer par une inflammation, puis une ulcération, puis une induration pour renfermer en finale une partie toxémique localement dans l'organisme, puis une tuméfaction, et enfin une cancérisation qui sera l'état ultime. On va parler des crises de désintoxication qui sont importantes à comprendre, mais parfois le chronique ne souhaite pas aggraver ses symptômes, et du coup il risque d'opposer un manque de crédibilité aux techniques de l'hygiène vitale. Parce que le regain d'énergie aussi va augmenter la régénération cellulaire, mais va aussi augmenter parfois les symptômes, et peut déclencher des véritables crises aiguës. Et dans ce chapitre, on parlera aussi des nouveaux seuils d'équilibre, de la régression des symptômes chroniques, avec parfois des symptômes du coup qui vont se déplacer et qui peuvent apparaître comme des nouvelles maladies. Et nous parlerons aussi des stades incurables et irréversibles, en disant qu'aucun malade ne doit a priori désespérer de pouvoir améliorer sa santé. On prendra garde aussi au changement de symptômes, parce que l'état toxémique durant la maladie chronique peut évoluer. Rappelons-nous que l'état toxémique exogène est devenu très important à notre époque, et si le sujet a une forte autotoxémie, il en résultera une toxémie générale très dangereuse. Et une autre source vive de réaction, ce sont les vaccins, et Désiré Mérien en sait quelque chose, parce que les poisons constitués par les vaccins sont à eux seuls suffisants pour engendrer une importante toxémie d'origine exogène. Un des conseils avant de se faire vacciner, c'est d'être dans une situation plutôt saine, et c'est pas forcément toujours le moment de rajouter ces poisons quand on est déjà dans des situations de santé un peu dégradées. Mais maintenant, quel comportement peut-on adopter dans les états chroniques de la maladie? Eh bien, premièrement, on va pouvoir vivre selon les lois de la vie, tout simplement. En premier, on va rechercher les fuites d'énergie vitale. Et le véritable pouvoir de guérison se situe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce qui est bon pour la santé sera bon pour la maladie. La voie du rétablissement de la santé nécessite un déconditionnement mental. C'est ce qu'il explique et c'est ce qu'il détaille. Et ça, je pense que vous en êtes tous convaincus. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, il y a déjà pas mal de choses perturbantes que vous avez entendues. Il sera utile de faire cesser les procédés de stimulation. Par exemple, accélérer les activités du foie ou des intestins aura aussi pour conséquence d'épuiser l'énergie vitale. C'est pas qu'il faudra jamais le faire, mais c'est qu'il faut bien avoir en tête cette conséquence. Car en résultat, on aura une stimulation, puis du coup une dépression de ces organes, qui après stimulation auront bien soin de récupérer encore plus, bien sûr. Nous allons essayer aussi de tarir les sources d'énervation, et pour ça il conviendra de s'observer. Chacun devra essayer de trouver ce qui arrive le plus à baisser l'énergie vitale. Attention à ne pas tout supprimer subitement. On évitera en effet de flamber entre le passage de l'état chronique à la santé. Les explications faites dans ce livre sont importantes, mais il sera des fois utile de se faire accompagner pour pouvoir bien aborder ce sujet qui peut du coup être délicat, ne pas faire les choses trop rapidement non plus. Puis enfin, nous verrons comment restaurer l'énergie vitale par le repos physique, le repos sensoriel, émotionnel et mental. Accepter mentalement sa situation momentanément de malade chronique, avec le ferme espoir de réussir sa rénovation sanitaire, est probablement la clé de voûte de la réussite d'un véritable retour à la santé. Quelles peuvent être l'issue de l'état chronique de la maladie? Il va nous expliquer l'inutilité des traitements qui en final apportent trop de perturbations du métabolisme, par entre autres la réduction de l'anabolisme,
qui risquent aussi d'apporter des carences, très répandues pour le calcium. On parlera aussi des manifestations de troubles dans l'organisme lors des crises de désintoxication, troubles qui peuvent parfois faire peur, des troubles de l'équilibre par exemple avec des vertiges, des points devant les yeux, des évanouissements, et d'autres troubles respiratoires, circulatoires, digestifs, etc. Puis nous arrivons aux conclusions. Nous aurons à la fin du livre la description des phases évolutives des états sanitaires, avec au moins une page qui décrira ces 8 aspects. Toutes ces étapes sont résumées sur des pages de synthèse, du coup c'est bien appréciable d'avoir cette récapitulatif des différents états et pour pouvoir bien synthétiser ce qu'on aura vu dans ce livre. Maintenant pour mes conclusions personnelles, c'est un livre important pour moi. Ce sont les bases de ma démarche en consultation. Toujours être à la recherche de la cause et la cause des causes, qui sont souvent multifactorielles. Bien intégrer cette notion de toxémie endogène et exogène, ainsi que la notion de tolérance toxémique, qui nous fera tolérer, ou pas, un niveau de toxémie donné. Et tout ça est dynamique, multifactoriel encore, et dépend de chacun. On est tous différents. Ça dépendra de son terrain, de son hérédité, mais surtout de son environnement. C'est pas l'hérédité qui conditionne la majorité de nos problématiques. L'énergie vitale et l'énervation sont deux bases essentielles pour mieux appréhender l'hygiène vitale, qui fera face à la toxémie. Et le véritable sens de la maladie reste le plus difficile à intégrer avec notre éducation anti-symptômes et zéro souffrance. Tu as mal à la tête, prends donc une pilule de paracétamol. Et pourtant, maintenant, on se rend bien compte que le paracétamol a des impacts très négatifs sur le foie. Donc ce n'est pas anodin. Des réactions aiguës aux situations chroniques, il y a parfois peu d'écart. À nous de noter les différents événements santé qui se déroulent dans notre vie. Encore ce conseil de noter. Personnellement, c'est comme ça que je me suis rendu compte, après plus de 15 ans de douleurs articulaires, que c'était trop. Et j'ai fait ma révolution en quelques mois de vie, en favorisant l'hygiène vitale. Pour moi, c'est devenu une histoire ancienne maintenant. Il est très rare que l'on attrape une maladie. Les symptômes nous montrent qu'un processus d'autoréparation est en marche. Et là aussi, je peux en témoigner. Et s'il fallait mettre une étiquette, bien qu'en général, les étiquettes ne collent pas sur moi, car je n'adhère pas à cette idée d'être catégorisé, en tout cas, je dirais ni optimiste, ni négativiste, possibiliste. En fait, tout est possible. Reste bien sûr à œuvrer dans le sens de l'hygiène vitale. Après, pour un résumé plus détaillé de ce livre, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » en bas de la vidéo, et vous en saurez un peu plus.